Je n'avais même pas fait attention au départ. Mais aujourd'hui, on va être sur une thématique couleur plutôt noire. Vous vous en doutez, on ne va donc pas parler roman feel good. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo qui est une fois de plus un point lecture. Je vous avoue que dernièrement, je suis plutôt assez ravie de mon rythme de lecture parce que la vie est toujours aussi mouvementée et les plannings sont toujours aussi chargés. Et pour autant, je trouve que j'ai pas mal avancé, j'ai pas mal lu dernièrement et pas que des petits livres tout rikiki. Donc ouais, je suis plutôt satisfaite de moi-même, plutôt satisfaite de mes lectures, hein, parce que c'est bien de lire beaucoup, mais c'est encore mieux de lire de bonnes choses. Bon alors j'ai ça, mais dans le point de lecture d'aujourd'hui, il ne va pas y avoir que de franches réussites, il va même plutôt y avoir une déception qui risquerait d'ailleurs de vous surprendre peut-être un petit peu. Et donc je vous propose qu'on passe tout de suite tout ça en revue. Alors je vais commencer ce point lecture avec le roman, je pense, le plus court de la sélection d'aujourd'hui. Et il s'agit donc de Soleil et de sang de Jérôme Laubry aux éditions Le Livre de Poche. Dans ce roman, on va principalement se situer à Haïti. Et il s'avère que dans le quartier chic de Port-au-Prince, il me semble, on va retrouver des couples de blancs plutôt aisés qui ont été salement mutilés. On pense assez rapidement à des sortes de crimes vaudous puisque toute la religion, toutes les croyances vaudous sont très présentes sur cette île. Et bien sûr, on va donc suivre un vieux flic qui va enquêter sur ces meurtres, ma foi, fort cracra pour comprendre le pourquoi du comment et surtout qui fait ça afin de pouvoir l'arrêter. À ça va venir se greffer toute une histoire autour du service d'adoption à Haïti puisque la fille de notre flic dirige une association qui grosso modo a pour but d'aller contrôler les différentes orphelinats de l'île et je ne vous en dis pas plus, mais sachez d'ores et déjà que ce roman n'est pas la déception de la sélection du jour. Alors, depuis que j'avais lu et adoré Les Refuges de Jérôme Laubry, j'étais très tentée par l'idée d'essayer un autre titre de l'auteur. Et quand je me suis souvenu que celui-ci se passait en Haïti, je me suis dit que en plein hiver, avec le manque de soleil en blanc, ce serait une lecture absolument parfaite. Et une chose est sûre, c'est que je n'ai pas été déçue du voyage. Alors je le dis tout de suite, hein, ce titre-ci n'aura pas été un coup de cœur comme le fut à l'époque Les Refuges. Néanmoins, ça reste une très bonne lecture que j'ai complètement dévorée en un week-end. Je pense tout d'abord que l'élément que j'ai le plus aimé dans ce roman, c'est tout simplement son ambiance. Dès le début, j'ai complètement été plongée dans l'ambiance d'Haïti. J'ai tout de suite été embarquée sur cette île qui était aussi belle que terrifiante, sur laquelle règne l'entraide mais aussi la corruption. J'ai adoré en apprendre plus sur le vaudou. Vraiment, je trouve que niveau ambiance et immersion, l'auteur, me semble-t-il, a fait très fort. Alors, je dis me semble-t-il parce que personnellement, je n'ai que très peu de connaissances sur l'histoire d'Haïti, mais justement, la lecture de ce roman et le travail qui a été fait par l'auteur m'a permis d'avoir cette curiosité et cette envie d'en apprendre plus sur le sujet et d'aller par conséquent faire quelques recherches par la suite par moi-même. Et j'ai vraiment adoré qu'ici il aborde une dimension un peu historique et politique parce que, comme je le disais, ça permet vraiment au lecteur d'avoir une certaine base de connaissances sur Haïti qui se révèle bien sûr être utile pour le reste du roman. J'ai trouvé que la thématique centrale qui est donc, et ce n'est pas un spoil, hein, on le sait direct dans la 4e de couverture, qui est donc les services d'adoption en Haïti était à la fois ultra intéressante et absolument glaçante. Alors ce n'est pas la seule thématique abordée dans ce roman, loin de là, mais il faut savoir que vraiment les enfants sont au cœur même de cette histoire. Alors je tiens tout de suite à rassurer un petit peu les lecteurs qui seraient sensibles à ce type de sujet. Oui, il se passe
des choses absolument terribles dans cette histoire, mais cela est toujours raconté finalement en suggestion ou sous forme de métaphore, ce qui fait que l'on ne lit pas des scènes vraiment crues ou trash. Donc voilà, si c'est quelque chose qui pourrait potentiellement vous rebuter un peu, sachez que pour le coup, l'auteur a fait ça de façon plutôt intelligente, je trouve. Tout ça fait que, bien que ce roman ait très clairement un fond très noir, selon moi, il peut tout de même être lu par le plus grand nombre. L'écriture de Jérôme Loubry est entraînante, prenante, et le découpage même de l'histoire en fait que c'est un roman que l'on dévore. J'ai adoré qu'à la moitié de l'histoire, on ait un petit élément, on va dire, surprenant qui survient, que je n'avais pas du tout imaginé arriver. Une sorte de petit coup de poing inattendu qui relance l'histoire dans une nouvelle dynamique. Pour ce qui est des personnages, je les ai plutôt bien aimés. Alors, certes, j'aurais peut-être personnellement apprécié qu'ils soient encore un petit peu plus développés, mais dans l'ensemble, je les ai tous trouvés plutôt intéressants et crédibles. Là où j'aurais peut-être quelques réserves quant à ce titre, c'est concernant sa fin. Parce que tout d'abord, contrairement au roman Les Refuges qui m'avait scotché, pour ce qui est de Soleil et de sang, je dois avouer que je n'ai pas été surprise par les retournements de situation et les révélations finales, tout simplement parce que malheureusement je les avais devinés, je les avais vus arriver. De plus, j'ai trouvé que cette fin manquait pour le coup d'un peu de crédibilité. Et c'est dommage parce que tout le reste du roman présentait des aspects qui semblaient vraiment pour le coup extrêmement véridiques. Or, sur la fin, pour moi, on retombe dans, je dirais, certains travers du thriller français grand public qui veut faire du spectaculaire et terminer en apothéose et qui, pour cela, use parfois d'un peu de surenchère et qui tombe du coup dans le too much. Malgré donc cette fin qui, selon moi, était franchement perfectible, j'ai trouvé que De Soleil et de sang était un très bon thriller qui avait pour but de remettre au centre du débat les enfants d'Haïti pour qui, malheureusement, il reste encore beaucoup à faire. C'est un roman à la fois dénonciateur et divertissant que j'ai trouvé bien écrit et entraînant et que par conséquent je ne pourrais que recommander. Il ne me reste donc plus qu'à me procurer un autre titre de Jérôme Loubry parce que, vous l'aurez compris, pour l'instant, tout ce que j'ai pu lire de lui, c'est-à-dire 2 romans, ok, c'est pas énorme, mais c'est déjà ça. Tout ce que j'ai donc pu lire de lui m'a toujours plutôt plu, m'a plutôt réussi et a toujours été de bons moments de lecture. Et petit spoil, il se pourrait que j'ai déjà craqué pour l'achat d'un autre de ses romans. Mais ça, on en reparlera en temps voulu. Je vais poursuivre ce point lecture avec un titre de mon auteur phare. Vous vous en doutez si vous connaissez la chaîne, si vous suivez la chaîne, qui est donc Stephen King, puisque j'ai lu il y a peu de temps Charlie de Stephen King aux éditions Le Livre de Poche. Alors, Charlie est un roman plutôt connu de l'auteur, qui plus est, qui a été adapté il y a de ça, je pense peut-être 1 an maintenant, enfin, réadapté une fois de plus au cinéma. Donc c'est vrai qu'au moment de la sortie du nouveau film, on en avait refait un peu tout un pataquès, mais bon, je pars du principe que potentiellement certains d'entre vous ne connaissent pas cette histoire et je vais vous faire un rapide pitch. Du coup, dans Charlie, on va suivre Andy qui, au tout début de ce roman, se retrouve à fuir avec sa fille Charlie. Parce que tout simplement, ils sont poursuivis par des agents un peu spéciaux du gouvernement américain qui veulent leur mettre le grappin dessus. Pourquoi? Parce que Andy possède certains pouvoirs de persuasion mentale, mais ce n'est pas ça qui foncièrement intéresse ces agents pas très gentils, c'est plutôt de capturer la jeune Charlie qui semble avoir des pouvoirs de pyrokinésie assez importants. Alors, je crois que je vous l'avais dit, mais c'est vrai que ça faisait un moment que ce titre de Stephen King me trottait dans la tête. Tout simplement, je pense, parce que dans mon esprit, Charlie fait partie un peu de ces classiques de l'auteur qu'il est bon d'avoir lu. Et
si Stephen King reste très clairement mon auteur favori, je dois reconnaître que j'ai été plutôt déçue par ce roman-ci. Comme quoi, avec aucun auteur, il n'est garanti d'aimer tous ses titres. Même notre auteur chouchou phare peut parfois nous apporter certaines petites déceptions. Alors, tout d'abord, avant de débuter la lecture de ce roman, j'étais persuadée, et là vous me direz, ce n'est que de ma faute et des projections que je m'étais moi-même faites, mais j'étais vraiment persuadée de lire un formidable roman sur les liens familiaux et plus particulièrement d'ailleurs sur cette relation père-fils puisque, comme je l'ai dit au tout départ de cette histoire, on est donc avec un père et sa fille qui fuient au travers des États-Unis pour échapper à des méchants hommes du gouvernement qui ne leur veulent pas que du bien. Vous le savez, je commence désormais à plutôt bien connaître le style de Stephen King, sa plume, son écriture, et je sais à quel point il peut exceller dans l'écriture des relations entre personnages, à quel point il est capable de faire surgir de la noirceur et de la terreur les plus beaux sentiments qu'ils soient. Malheureusement, je n'ai pas ressenti ce lien extrêmement fort et inconditionnel entre Charlie et son père. Bon alors je vais nuancer, hein. Bien sûr, Andy fait tout pour protéger sa fille coûte que coûte et la fait passer en priorité, mais je sais pas, il me manquait vraiment une sorte de profondeur dans cette relation. Et sincèrement, en termes de relation parent-enfant et d'amour parental, je trouve vraiment que Stephen King a écrit bien mieux dans d'autres de ses titres. Ensuite, on va toucher à un autre point qui, pour moi, est également un petit défaut, c'est que j'ai trouvé que le rythme de ce roman n'était pas forcément toujours bien mené. Après donc un début de roman que j'ai trouvé assez captivant et entraînant, bien que par moments un peu confus, puisqu'on y a pas mal d'alternance entre différents lieux et différentes époques, on rentre, je dirais, à partir de la moitié dans ce que personnellement j'ai ressenti comme étant un peu le ventre mou de cette histoire. On rentre alors dans une partie beaucoup plus centrée sur, je dirais, les projets de cette branche un peu secrète du gouvernement et très sincèrement, parfois ça m'a un peu ennuyée. Le lien entre Charlie et Andy y est clairement relégué au second plan. Je n'ai pas aimé ce que devient Andy dans cette partie-là. Et si le personnage de Charlie, elle, évolue, je trouve que son évolution manquait peut-être d'un peu de fluidité et de naturel. C'est difficile à expliquer, mais c'est vrai que par moments, durant ma lecture de Charlie, j'avais l'impression de lire un auteur qui tenterait d'imiter Stephen King, mais sans jamais vraiment arriver à son niveau. Alors attention, hein, là encore je nuance, ça n'en reste pas moins un roman qui se lit plutôt bien, mais c'est vrai que j'ai ressenti beaucoup plus de points négatifs, ou en tout cas perfectibles selon mon humble avis, dans ce titre-ci que dans la plupart des romans que j'ai pu lire de lui. Et c'est vraiment dommage parce que Charlie aborde de nombreuses thématiques que j'ai trouvées ultra intéressantes, mais soit l'auteur ne les développe pas assez à mon goût, soit il le fait de façon trop métaphorique et trop alambiquée. Alors vous vous en doutez, hein, bien sûr, dans ce roman, on va aborder la question du gouvernement d'un pays, de sa légitimité ou non de faire certaines choses sous couvert de bien commun. On va bien sûr aussi aborder toute la question, je dirais, de l'abnégation parentale et de cette espèce d'instinct de protection et de survie du parent. Et puis, mine de rien, je trouve qu'on revient quand même souvent aussi sur la question de la culpabilité et aussi sur l'idée de grandir, de passage de l'enfance à l'adolescence et de l'apprentissage de tout ce qu'il est bon de faire ou non. Puisque par exemple au tout début de ce roman, Charlie a grosso modo ce que l'on appelle communément l'âge de raison, c'est-à-dire environ 7-8 ans. Et je pense que le choix de cet âge n'a pas été laissé au hasard, n'est pas là pour rien. Il y a également un détail qui m'a
qui m'a fait tilter durant toute ma lecture et auquel malheureusement je n'ai pas trouvé de réponse, c'est l'omniprésence des couleurs. Tout au long de l'histoire, on a très souvent des détails sur les couleurs des choses, vraiment des couleurs mentionnées du type la voiture marron, la voiture verte, Charlie portait un t-shirt rouge et une jupe verte. Tant et si bien que j'étais persuadée que vraiment cela avait une importance dans le roman, parce que ouais, vraiment pour être noté à ce point-là, je me suis dit ça ne peut pas être fait de façon gratuite, que cela aurait à un moment un but, une explication, et malheureusement non. Ou alors, là encore, l'explication est beaucoup trop subtile pour que j'ai pu la comprendre. Donc, bon. Si jamais vous avez lu Charlie, que vous avez tilté comme moi sur ce détail et que vous avez compris le pourquoi du comment, s'il vous plaît, dites-le moi en commentaire parce que là, vraiment, ça continue à me hanter cette histoire et je ne trouve pas d'explication à la chose. Et puis, j'ai personnellement tendance à me battre contre cette idée un peu communément répandue que Stephen King aurait tendance à écrire en général des fins plutôt ratées, parce que pour moi ce n'est pas vrai. Dans la plupart des romans que j'ai lus de lui, j'ai trouvé que les fins étaient tout à fait appropriées, voire parfois carrément réussies. Mais je reconnais qu'avec Charlie, je vais peut-être légèrement revoir ma copie. Parce qu'en effet, j'ai trouvé que cette fin était assez abrupte et décevante. Pourtant, il y a vraiment un élément, je dirais, engrangé dans les derniers chapitres qui promettait de livrer quelque chose d'hyper intéressant. Mais en fin de compte, j'ai refermé mon livre avec un sentiment de mouais. Et c'est vraiment dommage parce que ce roman présente de nombreux points qui auraient pu être ultra intéressants s'ils avaient été plus développés et qui auraient en plus de ça pu donner lieu à de grandes scènes franchement mémorables. Mais je reste vraiment sur ce sentiment une fois que j'ai terminé ma lecture, que voilà, maintenant je l'ai digéré et qu'un peu de temps est passé, que ce n'était vraiment pas un roman désagréable, loin de là, mais que c'était finalement une lecture un peu tiède, beaucoup plus centrée sur les dérives de la science et du gouvernement américain que sur la relation filiale et l'apprentissage. Je pense donc très clairement qu'à ce jour, Charlie est l'un des King que j'ai le moins apprécié, et croyez-moi, les King que je n'ai pas forcément appréciés ne sont pas nombreux. Néanmoins, je suis très heureuse d'avoir un King de plus à mon actif parce que cela permet de me rapprocher un petit peu plus de mon but de lire toute la bibliographie de l'auteur. Et en plus de ça, ça n'a absolument pas entaché mon envie de retourner dans l'univers de l'auteur puisque pratiquement immédiatement après la lecture de ce titre, je me suis plongée dans un autre Stephen King. Peut-être est-ce ça finalement être un bon auteur, c'est parfois louper une marche et pour autant continuer à toujours donner envie à ses lecteurs de se retrouver. Ou peut-être est-ce juste moi qui suis beaucoup trop addict au maître. Je peux le concevoir aussi. Après vous me direz, très sincèrement, comme addiction on a vu pire. Et je vous le dis tout de suite, hein, j'ai absolument pas prévu de me soigner. Et donc comme je vous le disais, hein, pratiquement après avoir terminé Charlie, j'ai décidé de découvrir un autre King et j'ai donc pour le coup jeté mon dévolu sur Dead Zone de Stephen King, toujours aux éditions Le Livre de Poche. Et je ne vous refais pas le speech, mais oui, je suis toujours autant fan de ces nouvelles couvertures. L'équipe marketing du Livre de Poche aura ma peau. En tout cas, celle de mon portefeuille. Alors, je vais vous faire un résumé assez différent de la quatrième de couverture parce que pour moi la quatrième qui a été faite en dit beaucoup trop et parle d'éléments qui pratiquement n'arrivent qu'à la fin du roman. Donc si je dois vous donner envie, tout ce que je vous dirais c'est que Dead Zone c'est l'histoire de John Smith qui est un homme on ne peut plus lambda qui un jour va avoir un accident de voiture, qui va rester très longtemps dans le coma suite à cet accident et qui va se réveiller de ce grave accident avec des pouvoirs de médiumnité, donc c'est-à-dire que lorsqu'il va toucher parfois, ça n'arrive pas à tous les coups, mais il va toucher une personne ou un objet, il va pouvoir voir des choses en rapport avec cette personne ou cet objet. Et vous n'avez pas besoin d'en savoir plus. Alors comme je l'ai dit, après la petite déconvenue que j'avais eue avec Charlie,
j'avais envie, et je crois même besoin, de me replonger rapidement dans un autre titre de Stephen King, comme pour exorciser un petit peu cette petite déception. J'ai donc rapidement jeté mon dévolu sur Dead Zone, qui, pour rappel, était donc l'un des tout premiers romans de Stephen King que j'avais lu il y a fort longtemps, hein. Je devais avoir 12-13 ans, donc vous dire que c'était pas hier, et dont finalement je ne gardais que très peu de souvenirs, et c'est tant mieux. Et pour mon plus grand bonheur, cette lecture fut une franche réussite. Malgré un début de roman, je dirais un peu flou, qui nous balade entre différents protagonistes, tant et si bien que l'on a franchement du mal à avoir le point commun, je suis malgré tout très vite rentrée dans l'histoire. Dead Zone, c'est donc l'un de ces King extrêmement centrés sur un personnage principal, qui est donc, comme j'ai dit ici, John Smith, qui est un jeune américain on ne peut plus lambda, qui, suite à cet accident, va donc développer des pouvoirs de médiumnité. Et j'ai, à ce moment-là, retrouvé vraiment un trait, une particularité que j'aime tant chez le King, qui est ce fabuleux don de savoir écrire et donner vie à des personnages extrêmement riches, extrêmement complexes et surtout très réalistes, qui sont capables de porter à eux seuls tout le récit. Des personnages hyper bien développés qu'on imagine totalement de A à Z. Moi personnellement, John Smith m'a embarqué avec lui dans sa vie, dans ses questionnements, dans ses regrets, dans ses choix. J'ai adoré le suivre durant une bonne grosse décennie, voire peut-être 2 décennies, je ne sais plus. Lui, ainsi que les quelques personnages qui gravitent dans son quotidien. Dead Zone est vraiment un roman de Stephen King qui se lit très facilement, dans lequel finalement il se passe pas mal de choses, et dans lequel les chapitres également sont assez courts, ce qui permet vraiment de découper un peu la lecture et de donner du rythme, ce qui fait que les pages défilent très vite. En plus de ça, ce titre a un petit côté thriller qui installe une sorte de suspense latent qui donne là aussi envie vraiment de faire défiler les pages pour avoir le fin mot de l'histoire. C'est également un roman dans lequel l'histoire moderne des États-Unis va être très présente en toile de fond, puisqu'on va y parler beaucoup de politique ainsi que des petites magouilles et arrangements dont les hommes politiques usent parfois pour arriver à leur fin. D'ailleurs, j'ai trouvé qu'une fois de plus avec Dead Zone, Stephen King avait été un petit peu visionnaire, et ce n'est pas la première fois que ça lui arrive, hein. Pour rappel, par exemple, l'histoire du fléau, qui a quand même pas mal rappelé ce que nous avons connu avec cette pandémie mondiale, alors que ça a dû être écrit genre 40 ans plus tôt. Donc dans ce roman-ci, on va, pour rappel, y suivre un type qui va se lancer en politique un petit peu par hasard, et qui au départ est vu comme une sorte de clown et de charlatan, et tout le monde se dit qu'il n'arrivera jamais à se faire élire où que ce soit. Et les choses avançant, il s'avère qu'il déjoue un petit peu tous les pronostics, et je n'ai pu m'empêcher vraiment en lisant cette histoire que de faire le parallèle avec Donald Trump. Vraiment, pour moi, le personnage de Greg Stilson présente de nombreuses similitudes avec Donald Trump, et on pourrait se dire qu'une fois de plus, ce titre est une sorte de critique déguisée envers Trump, parce que tout simplement c'est de notoriété publique que Stephen King voue une véritable aversion à cet homme. Mais il faut savoir que ce roman a été écrit en 1979, soit très longtemps avant que Donald Trump n'arrive en politique. Je tenais à noter aussi que Dead Zone est l'un des titres de King qui se déroule dans la ville fictive de Castle Rock, qui est une ville aussi importante, je dirais, un peu que Derry dans son multivers. D'ailleurs, en parlant de multivers, j'ai franchement ri lorsqu'un personnage dans ce roman s'écrie à un moment « C'est comme dans le livre Carrie ». Franchement, Steven, tu nous as quand même
habitué à des connexions un peu plus subtiles que ça. Bien sûr, on y retrouve, comme j'ai envie de dire à chaque fois, des thématiques et des éléments très importants dans l'univers de King. Par exemple, dans Dead Zone, il va y être question au départ d'une roue de la fortune dont on fera plusieurs rappels durant tout le roman. Et cette idée même de roue, de cercle, d'éternel recommencement, de roue du destin est quelque chose de très important dans l'univers de King. D'ailleurs, en parlant de destin, là encore, c'est l'une des thématiques qui pour moi est vraiment centrale dans ce roman. Peut-on échapper à son destin ? Qu'est-ce que véritablement la destinée ? Puisqu'en effet, John Smith, au départ, est une personne on ne peut plus lambda. D'ailleurs, le choix même de son nom et de son prénom traduit cette idée, puisqu'il n'y a pas plus lambda, plus classique, plus passe-partout aux États-Unis que John Smith. Ce sera un peu l'équivalent français de, je sais pas, de Pierre Durand ou Pierre Dupont. Enfin bref, vous voyez l'idée. Et cet homme, on ne peut plus passe-partout, se retrouve du jour au lendemain avec ce pouvoir incroyable de pouvoir voir des choses passées, présentes ou futures sur les personnes ou les objets qu'il touche. Et si au premier abord cela est vu comme un don, parfois ça en devient plutôt une malédiction et John Smith se retrouve finalement souvent à subir ce don plutôt qu'autre chose. Se pose alors la question de savoir quoi faire de ce pouvoir dont il n'a jamais voulu. D'ailleurs, la question du pouvoir est doublement posée dans ce roman, puisque d'un côté elle va être abordée au travers de ce pouvoir de médium qu'a John, mais également d'un autre côté au travers du pouvoir politique. J'aurais presque envie de paraphraser l'oncle de Peter Parker, bien que l'idée de base ne soit pas de lui, en disant qu'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Voilà, méditez là-dessus, vous avez 3 heures. Par extension, la question de la religion va être également pas mal présente dans Dead Zone, puisque la mère de John est très clairement ce que l'on pourrait appeler une bigote, une fervente bigote, et pour elle, ce don est vraiment quelque chose envoyé par Dieu et qui permet à son fils de devenir une sorte d'élu. King va alors explorer le fanatisme religieux, ce qu'il fait de façon assez régulière, mais également le charlatanisme. Et je pense que l'une des choses qui fait que j'ai tant aimé Dead Zone, c'est que par de nombreux aspects, il m'a rappelé le roman 22-11-63 qui, je le rappelle, est l'un de mes King favoris. En fait, durant ma lecture, j'avais presque l'impression parfois que Dead Zone était une sorte d'ébauche, d'essai de ce qu'allait devenir par la suite 22-11-63. Alors bien sûr, dans Dead Zone, il n'y a pas de voyage dans le temps à proprement parler, mais il y a tout de même question de plusieurs temporalités. On y retrouve aussi l'idée d'empêcher quelque chose qui va arriver, ou qui est en tout cas censé arriver dans le futur. L'idée aussi de sacrifice pour le bien commun. Et puis on y retrouve également une assez belle histoire d'amour, plutôt tendre, comme il y a également dans 22-11-63 que j'avais juste adoré. Et puis la fin est arrivée, et là pour le coup je l'ai trouvé juste génial. La preuve une fois de plus, comme je le disais, que King sait écrire des fins soignées et réussies. J'ai trouvé que cette fin était un peu triste et amère de par un élément qui survient et que l'on ne voit pas venir, en tout cas que moi je n'avais pas deviné, mais qui explique pas mal de choses. Une fin tout à fait appropriée qui clôture bien ce roman et que j'ai trouvé vraiment en accord avec tout le reste de l'histoire. Même la construction très morcelée, je dirais, du dernier chapitre m'a beaucoup plu, avec cette façon de raconter un personnage au travers d'autres personnages. Finalement, si j'avais un reproche à faire à ce livre, c'est que malheureusement, une fois de plus, la traduction française qui en a été faite laisse franchement à désirer. Il y avait beaucoup de termes mal choisis, mal traduits, des problèmes de ponctuation, des coquilles dans le texte. Je sais que ce titre est vieux, mais je pense qu'il serait vraiment temps, à un moment donné, de revoir complètement les traductions françaises des œuvres de King, parce que j'ai vraiment la sensation que ce qui a été fait à l'époque a été complètement bâclé, et qu'on a peut-être fait ça un peu dans la précipitation, histoire de vendre du bouquin. Alors très bien, je pense que King s'est très bien vendu et continuera toujours à bien se vendre, mais s'il vous plaît,
Au-delà de vouloir vous faire des sous, si vous pouviez investir un petit peu de toutes ces recettes dans de nouvelles traductions plus qualitatives, croyez-moi, vraiment, les lecteurs vous diraient un grand merci. Dead Zone fut donc, vous l'aurez compris, une très bonne lecture qui va venir se classer dans mes romans préférés du King. Pour moi, c'est vraiment un titre qui est un peu à mi-chemin, je dirais, entre Monsieur Mercedes et Vendôme 63. Et c'est d'ailleurs un titre que je pourrais, je pense, tout à fait recommander à un lecteur qui ne connaît pas du tout Stephen King et qui souhaiterait peut-être justement commencer avec cet auteur. Il n'est pas très long, alors oui ok il fait 500 pages, mais je vous assure que c'est vraiment 500 pages qui se lisent très facilement. Il a ce petit côté un peu thriller et suspense qui tient du coup le lecteur en haleine, et en plus de ça, je dirais que la part, voire même la touche de fantastique et de mystique est franchement légère. Bref, tout ce que j'aime, c'est un très bon King, riche en thématiques qui divertit autant qu'il interroge. Pour ma part, c'est donc un petit coup de cœur. Vous l'aurez compris, foncez parce que vraiment c'est du bon. En tout cas pour moi, c'est du très bon. Et ce qui est très drôle, c'est que Charlie, que vous l'aurez donc compris, j'ai plutôt moyennement aimé, a été écrit alors que King avait commencé à écrire Dead Zone. Mais voilà, il avait du mal à avancer dans l'écriture de ce roman, du coup il est passé à une autre histoire et entre deux il a pondu Charlie. Et vous voyez donc pour deux romans qui ont été écrits grosso modo à la même période, hein, je pense que allez, si les deux ont été écrits durant la même année ou dans l'espace de 2 ans, c'est le maximum, et bien pour le coup il y a l'une de mes plus grosses déceptions à ce jour de King et un roman qui va atterrir dans mes meilleurs de l'auteur. Comme quoi, des fois certains chroniqueurs ont tendance à dire, par exemple, tous les vieux titres de King étaient très bons et maintenant ce qu'il fait, c'est beaucoup moins qualitatif, etc. Et personnellement, je ne serais pas aussi tranchée. Pour moi, il n'a pas eu forcément des périodes de très bons et des périodes de beaucoup plus mauvais. Non, vous voyez, là, pour le coup, j'ai eu des ressentis vraiment très différents pour deux romans qui appartiennent à cette même période, donc voilà, c'était un petit point nerd qui n'intéressera très certainement pas grand monde à part les fans du King, mais je tenais à le souligner. Bon, maintenant que j'ai fangirlé pas mal sur mon auteur chouchou, je vous propose de terminer ce point lecture avec une énorme pavasse. Franchement, il y avait bien longtemps que je n'avais pas lu de titre aussi épais que celui-ci, et oui, j'ai enfin trouvé le courage, je ne sais pas où au fond de moi-même, de me lancer à l'assaut du tome 3 de Millennium, donc La Reine dans le Palais des Courants d'Air, écrit par Stieg Larsson, qui est, comme vous le voyez, un sacré bébé. Alors pour le coup, étant donné que c'est un tome 3, je vais faire le choix de ne pas vous faire de résumé de cette histoire. Tout ce que je peux vous dire, c'est que l'on est sur une suite directe de la toute dernière scène qui se trouve à la fin du tome 2 de la saga, que bien sûr on va y retrouver tous nos protagonistes un petit peu emblématiques de cette saga, à savoir Lisbeth Salander, Michael Blomqvist et également Erika Berger et toute l'équipe du magazine Millennium, et que pour changer, hein, l'histoire se déroule en majeure partie à Stockholm. Alors comme je le disais, hein, j'ai longtemps reculé devant cette lecture en majeure partie à cause de sa taille, du nombre de pages que compte ce livre, mais malgré tout, je crois que l'envie de retrouver Lisbeth Salander a été la plus forte. Je me suis donc lancée à l'assaut de ce pavé, et je peux dire que pour ce qui est de retrouver Lisbeth, j'ai été plutôt bien servie. On peut dire que ce troisième tome est pratiquement centré sur le personnage de Lisbeth Salander. On va y aborder beaucoup son histoire, son passé. Enfin, avec ce tome, on a des réponses sur le mystère Lisbeth Salander. Pour ce qui est du personnage en lui-même, Lisbeth reste fidèle à elle-même, droite dans ses bottes, fidèle à sa ligne de conduite personnelle, quelle que soit la situation, bien que dans ce troisième tome,
son énorme carapace commence tout doucement à se fendiller un tout petit peu et je reconnais que c'était plutôt agréable. Si je devais donc retenir un gros point positif de ce Millennium 3, c'est bien sûr le personnage de Lisbeth Salander qui est à la fois génial et complètement unique, et que bien que ce personnage soit froid au possible, et bien malgré tout j'ai vraiment un affect et un attachement tout particulier avec elle. Bien que Michael Blomqvist soit présent lui également dans ce 3e tome, il est au final assez peu en relation avec Lisbeth. Et j'avoue que parfois, la dynamique de leur duo m'a un peu manqué. Cela rajouté au fait que Super Blomqvist se la joue parfois un petit peu trop mec super attirant et type parfait, qui avait tendance à passablement m'agacer. Et bien que ce Millennium 3 s'ouvre sur une scène qui met, je dirais, tout de suite dans le bain, eh bien, malheureusement, par la suite, j'ai trouvé qu'il ne s'y passait pas grand-chose, ou en tout cas que ce qui s'y passe était parfois un peu redondant, et j'ai eu le sentiment que ce livre souffrait de certaines longueurs. Alors oui, il est important de poser le contexte et de bien expliquer certaines choses, d'autant plus que dans ce 3e tome, on va beaucoup y parler de politique suédoise. Mais j'avoue que par moments, franchement, c'était un peu trop à mon goût et j'ai senti passer les 800 pages. De plus, il y a pas mal de personnages et parfois j'avais du mal à visionner un peu qui était qui et qui faisait quoi. Au-delà de la grosse thématique de la politique et d'une certaine critique du système politico-judiciaire suédois, Millennium 3 est profondément féministe. En plus, bien sûr, de défendre la cause des femmes ayant été abusées, que ce soit sexuellement, par la violence d'un tiers ou encore civilement parlant, ce roman met en scène un formidable panel de femmes fortes, libres, indépendantes, qui en plus de ça occupent des postes importants et à responsabilité. Entre Annika, la sœur de Michael, qui est une avocate qui va formidablement bien mener sa barque, Sonia, qui est une flic droite dans ses bottes, qui ne va pas hésiter à mener son enquête coûte que coûte, Erika, qui est directrice de différents grands magazines, ou encore bien sûr Lisbeth, qui est une hackeuse hors pair au cerveau surdimensionné. Non, franchement, je peux vous dire que les femmes sont très bien représentées dans ce roman. Représentées et surtout mises en avant. D'autant plus que tout du long, on a également toutes ces femmes qui sont très libérées au niveau de leur sexualité. On a vraiment des femmes qui ici vont mener leur sexualité comme leur vie, c'est-à-dire comme bon leur semble et telles qu'elles en ont envie. Et cela est présenté par l'auteur comme étant complètement normal. S'il y a bien une étiquette que l'on pouvait coller à Stieg Larsson, c'est qu'il était vraiment profondément féministe. En tout cas, ça transpire et ça dégouline de cette trilogie, je trouve. Alors, j'avoue que personnellement, les scènes de jambes en l'air et les love interest, c'était pas forcément, je dirais, les éléments qui m'intéressaient le plus dans cette histoire, loin de là. Mais en même temps, ça a le mérite d'être présent et de participer, je dirais, à cette construction de la féminité que l'on retrouve dans Millennium. Et puis, tout comme dans Millennium 1, il nous a pondu une scène vers la fin jouissive à souhait. Enfin, je dis une scène, c'est plusieurs chapitres, mais qu'est-ce que ça fait du bien quand ça arrive. En fait, je pense qu'avec un peu moins de longueur, un peu moins de détails et de détours politiques et peut-être un peu plus d'action, Millennium 3 aurait potentiellement pu être un coup de cœur. Malheureusement, je ne peux oublier que par moments, je me suis franchement un peu ennuyée, malgré le fait que l'écriture de Stieg Larsson reste très fluide, très abordable et que ces chapitres plutôt courts permettent de segmenter et de rythmer la lecture. Pour moi, le meilleur reste le tome 1 de la saga, même si, vous l'aurez compris, malgré tout, Millennium 3 fut une bonne lecture que j'ai appréciée, je pense, principalement pour les réponses qu'il m'a apportées sur Lisbeth. Je sais que ce 3e tome était le tout dernier écrit par Stieg Larsson, puisque malheureusement, il est décédé à la suite de ce 3e tome, et que pour beaucoup de lecteurs,
La suite de la saga écrite par Lagercrantz est beaucoup moins qualitative, mais je pense tout de même que je tenterai au moins le tome 4, histoire déjà de me faire mon propre avis sur la question, et aussi pour avoir bien sûr le bonheur de suivre encore un tout petit peu les aventures de Lisbeth, qui décidément est vraiment un personnage de littérature complètement à part, qui fait partie de mes personnages favoris et que je ne peux que vous encourager à découvrir. Bon alors je ne sais pas ce que vous en pensez, hein, mais je trouve que comme butin pour ce point lecture, on est pas mal. Je vous l'ai dit, hein, je crois dans l'espèce de petit bilan que j'avais fait en début d'année que désormais je n'ai plus peur du tout des pavés. C'est quelque chose que j'avais déjà un peu surmonté l'année dernière et je dirais même que presque plus le temps passe et plus je suis attirée par ces petits pavés qui pendant bien longtemps m'ont parfois semblé un peu insurmontables. Donc voilà, je suis très contente d'avoir sorti ces titres. Vous l'aurez vu dans l'ensemble, ça a été franchement de super lectures et je dois reconnaître que pour l'instant mon début d'année 2023 est plutôt qualitatif, donc je croise vraiment les doigts pour que ça dure. Oui, j'ai lu pas mal de King dernièrement et je vous préviens, vous allez encore en retrouver pas mal prochainement sur la chaîne parce que, je sais pas, en ce moment j'ai une espèce de boulimie de King comme ça, d'envie. Que voulez-vous, hein, je l'ai dit, c'est une addiction je pense, et qui dit addiction dit que j'ai beaucoup de mal à m'en passer et que j'ai très envie de retourner dedans de façon très régulière. Alors, je vous rassure, je ne lis pas que ça, je me force presque à aller lire d'autres choses. Je n'ai pas prévu de vous sortir des points lecture 100% Stephen King parce que j'imagine que très clairement ça ne va pas parler à tout le monde, mais vous l'aurez compris, hein, vous allez quand même me retrouver par-ci par-là dans pas mal de points lecture. Sur ce, je suis donc curieuse de connaître votre avis sur les livres que je vous ai présentés aujourd'hui, et puis vous le savez, hein, si vous voulez aider la chaîne, n'hésitez surtout pas à laisser ne serait-ce qu'un petit cœur ou qu'un petit smiley ou qu'un petit pouce levé dans les commentaires. Et puis, bien sûr, si vous voulez discuter avec moi, c'est avec grand plaisir que je vous répondrai. Je vais donc, moi, de ce pas aller dérocher tout ça, vous monter la vidéo pour vous la poster dans les meilleurs délais. J'espère en tout cas que vous serez au rendez-vous sur la chaîne pour le prochain point lecture, parce que oui, je pense que la prochaine vidéo sera probablement... Ah, quoique je dis ça. Non, peut-être pas. On aura peut-être affaire à soit un book haul, soit un vlog lecture, comme on dit, hein, qui vivra verra. En tout cas, j'espère que vous serez là pour voir ça. Et de mon côté, bien sûr, je ne pouvais clôturer qu'en vous souhaitant paix, amour et littérature dans vos cœurs. Bye!